Si vous nous retrouvez donc en ce moment même, nous sommes là retournés à la deuxième partie de cette émission avec notre invité Joshua Oshie, qui est donc premier vice-président du SDF, entendez Social Democratic Front, qui est en même temps deuxième vice-président de l'Africa Foot et aussi député de la Nation. Nous allons aborder à présent les questions relatives donc au SDF et puis à la politique telle qu'elle se porte au Cameroun. Monsieur Joshua Oshie, à l'entendre de cette émission, vous me faisiez remarquer ce que je n'avais pas dit, qui pour moi relève d'une trivialité. Vous me faisiez remarquer qu'on est questeur, d'abord parce qu'on est député. Pour moi, cela semble aller de soi. Si vous voulez, ma question va être la suivante. Quand on sait que vous, votre parti, tous les sénateurs du SDF aujourd'hui viennent tous de la région du Nord et Sud, la région du Nord et Sud-Ouest, tous vos sénateurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'il eût été important de laisser ce poste de questeur à un député, je vais le dire comme ça, qui ne soit pas de cette région-là, ou alors un député qui est plus ancien que vous? Écoutez, dans chaque parti politique, il y a son organisation, ses règles. Au niveau du Sénat, nous avons un poste de vice-président du Sénat qui est occupé, un poste de président de groupe qui est occupé. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un poste au niveau de la question que j'occupe. Dans notre parti, nous avons une hiérarchie qui doit être respectée. Quand cette hiérarchie n'existe pas, c'est la hiérarchie qui prend une décision. Ça veut dire que la nomination est faite par investiture et le comité national d'investiture est souverain. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est d'accepter que l'organisation interne et la hiérarchie interne soient respectées. Ça serait quand même stupéfiant, ça serait quand même incongru que le premier vice-président dans un groupe parlementaire n'ait aucun poste de responsabilité et que le militant député soit son supérieur hiérarchique. Quand je suis arrivé à l'Assemblée en 2013, nous avions des députés de talent qui avaient une très longue expérience, certains étaient à leur 4e mandat. Et j'avais moi-même, quand la chose s'est compliquée, parce que naturellement, et ce qui se fait dans toute tradition politique interne dans un parti, naturellement, j'aurais dû occuper la fonction qui aurait dû revenir à la personne la plus gradée du parti dans le groupe, mais j'avais dit que je n'avais pas l'expérience. Je me vois en train de prendre cette fonction-là pour mon premier mandat, tout simplement parce que ceux qui étaient là avaient 10 fois plus d'expérience que moi et j'ai profité pleinement de leur expérience pendant mon premier mandat. Je pense que si quelqu'un comme l'honorable Mbandam, vice-président de l'Assemblée nationale, n'était pas là, j'aurais moins réussi mon premier mandat que ce que je crois que j'ai pu faire. Parce que c'était sans faux, il connaissait les rouages, il savait où aller, à quel côté, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on peut l'Assemblée, tout ça, j'aurais jamais pu le faire. Ok, donc en gros, vous êtes donc à ce poste de questeur parce qu'il n'y avait pas mieux que vous parmi Ce vos n'est pas camarades. ce que j'ai dit. Je pense que vous ne poserez pas la question si le premier vice-président du RDPC était député de la Nation. Je pense que vous ne posiez même pas la question de savoir qui devrait être président de l'Assemblée nationale. Attendez que le premier vice-président du RDPC vienne sur le plateau, vous verrez ce que je lui poserai comme question. Rassurez-vous. Non, je vous dis juste que vous ne poserez pas la question s'il était président de l'Assemblée nationale, parce que ça va de soi. Mais maintenant, vous êtes libre de poser les questions. Moi, je suis allé dans une... Tout simplement, il faudrait aussi qu'on ait un sens de l'éducation dans nos émissions, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les gens qui nous regardent, ils apprennent quelque chose après l'émission. Et donc, ce n'est pas seulement dans les réponses, c'est aussi dans les questions. Et pour vous, j'espère que vous ne faites pas ici allusion à une question qui ne semble pas aider ceux qui nous suivent. Sinon, précisez-nous, on la corrigera. Je disais que quand vous posez une question ouverte, certes, mais quand vous posez une question plus ou moins fermée, je me pose des questions. Mais je vous ai répondu et j'ai apprécié votre question et passons à la prochaine.
je vais donc la reposer différemment. Pourquoi ne pensez-vous pas que votre collègue Jean-Michel Nutieux aurait pu être questeur? Pour la simple raison lui qui a son 3e mandat de député. Pour la simple raison que dans le parti, je suis au-dessus de lui, il est président régional et je le respecte en tant que tel. Il est même mon patron dans la région, mais dans le parti, je suis le premier vice-président du parti et donc ça allait de soi. Mais j'aimerais vous dire que personne n'a imposé quoi que ce soit sur quelqu'un d'autre. C'était tout à fait naturel. La hiérarchie du parti a pris une décision. C'est au parti qu'on pose la question et pas aux individus. Et la hiérarchie du parti a pris ses responsabilités et a décidé que je sois celui qui soit membre du bureau pendant ces 5 ans. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec les qualités des uns et des autres. Je vous ai dit, si je n'étais pas premier vice-président, je pense que même si la hiérarchie m'aurait choisi, j'aurais eu la décence, comme je l'ai eu en 2013, de dire qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de moi qui devrait prendre ce poste. Parfait. Clarification est donc faite sur la question. Monsieur Joshua aussi, vous avez donc été élu député de la circonscription de Voury-Centre. Et il me souvient que 2 mois avant les élections, notamment au mois d'août 2019, le SDF avait clairement annoncé qu'il boycotterait ces élections. Qu'est-ce qui a pu expliquer le revirement qui a fait de vous le député de la nation aujourd'hui? Écoutez, nous sommes un parti politique, hein. Nous ne sommes pas figés dans un dogme, nous ne sommes pas figés dans... comment dirais-je, dans une position. Les positions qui étaient les nôtres en 90, beaucoup d'entre elles ne le sont plus aujourd'hui parce que le monde évolue, le contexte évolue aussi. Mais j'aimerais juste dire que le contexte, il faut prendre le contexte dans son ensemble. Nous n'avons pas parlé. Déjà, j'aimerais juste corriger de boycotter les élections. Nous avons dit que dans les conditions actuelles, nous n'irons pas aux élections. C'était en août. On s'est retrouvés à nouveau au mois de novembre. Quelle différence faites-vous entre ne pas aller aux élections et la boycotter? Juste pour nous téléspectateurs. C'est 2 choses. Le boycott est une action politique que je respecte et qui n'est pas tout à fait la même chose comme ne pas aller aux élections. Ne pas aller boycotter, ça veut dire essayer de bloquer ou essayer de faire en sorte que ces élections soient sans objet. Pour nous, on était dans un tout autre registre. Nous étions en train de dire que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest ne nous permettait pas d'aller aux élections. Rendait ces élections sans objet. Nous avons tout fait pour que les élections soient partielles ou alors repoussées pour qu'on puisse résoudre d'abord le problème de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il n'a pas été résolu. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis dans une logique de la raison. La déraison a eu le dessus et ces élections ont été appelées. Nous avons pris nos responsabilités. Le président national a consulté la cellule juridique du parti et a pris la décision qu'on ira à ces élections. J'ai été mandaté pour essayer de mettre en place une organisation pour avoir des listes. Il a été décidé par le président national que tout, puisque le temps et la situation, surtout dans le nord-ouest et le sud-ouest, ne permettaient pas la tenue des primaires, parce que ça c'était un des gros problèmes que nous avions. Que tous les députés, les maires et les conseillers municipaux sortants étaient automatiquement reconduits et que seuls les autres devront être choisis de façon consensuelle. Donc nous sommes allés à ces élections, et j'aimerais vous dire l'esprit dans lequel nous sommes allés à ces élections-là est encore valable aujourd'hui. Et je pense que j'étais un de ceux qui étaient pour dire que les élections étaient sans objet, mais l'esprit qui est ressorti, c'était qu'il ne fallait pas... nous sommes conscients du fait que beaucoup de comptes de ce régime soutiennent les Ambazoniens tout simplement pour éradiquer le SDF. Et nous sommes aussi conscients que l'agenda... C'est une accusation grave que vous faites là, non? Vous avez des éléments de votre... Ce n'est pas la première fois que je le dis et je pense que nous avons assez de preuves pour ce que nous disons et je ne suis pas le seul qui le dit. Et nous savons aussi que l'agenda premier des Ambazoniens, c'est aussi le SDF, c'est aussi de démonter le SDF, raison pour laquelle il y a cet acharnement contre le
cadre du SDF, contre son président national, contre les militants, etc. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve quand les Amazoniens disent qu'il n'y aura pas d'élection. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il n'y aura pas de possibilité pour le SDF d'être élu. Parce qu'on a vu comment est-ce qu'ils ont aidé le RDPC à sécuriser quelques voix à gauche et à droite pour donner une sorte de chambre monopartite à ce parti du Sud-Ouest. Donc, sorti de cela, nous avons compris que le souhait du régime et le souhait des Amazoniens, c'était que nous ne participons pas à ces élections et que, d'une certaine façon, que nous levons nos mains au ciel et que nous abandonnons nos prérogatives. Et nous avons dit, on préfère très loin mourir debout que de vivre à genoux. Et nous irons à ces élections, vaille que vaille. Nous allons nous battre jusqu'à notre dernière énergie. Nous allons prendre tous les éléments de preuve qu'il n'y a pas eu d'élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le régime pourra faire ce qu'il veut de ces preuves-là, mais nous entrons dans l'histoire comme ceux qui n'avons pas abandonné la base et qui n'avons pas abandonné nos idéaux, nos valeurs, parce que des gens nous menacent avec des fusils et d'autres financent ceux qui nous menacent avec des fusils. Et donc, nous sommes allés à ces élections-là. Le Conseil constitutionnel nous a donné raison. Il a été notre faveur, le Conseil constitutionnel a arrêté qu'il n'y a pas eu d'élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons fait 13 pétitions seulement sur les quelques 30 que nous aurions pu faire. Malheureusement, d'autres camarades n'ont pas voulu rentrer dans cette bataille-là parce que leur vie était menacée, leurs enfants étaient menacés, ce que je comprends absolument. Nous, le Conseil constitutionnel nous a donné raison. Malheureusement, ils nous ont demandé qu'on aille reprendre les élections. Quand on allait reprendre les élections, c'était pire que la première fois. Nous nous y attendions un peu. Et nous avons, avec j'ai réuni tous les candidats et l'état-major du parti à Yaoundé, tous ceux qui étaient là, dans l'urgence pour prendre une décision. Et nous avons pris une décision collégiale qui ne servait à rien. Et répéter cette élection une fois, que si le président de la République ne peut pas prendre en main ses prérogatives constitutionnelles pour demander au Conseil constitutionnel de suspendre les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest, et donc à prendre, du coup, on leur aura montré pas abandonner. C'est ce que nous avons fait. Nous avons été stupéfaits la semaine passée de voir que la Chambre administrative, qui est une chambre en dessous, et loin en dessous, donc dans la Cour suprême, et loin en dessous du Conseil constitutionnel, a dédié le Conseil constitutionnel en validant les élections au niveau des municipales qui étaient les mêmes élections que le Conseil constitutionnel a annulées. Et donc, nous prenons acte, c'est pour cela que nous y étions. Et je pense qu'il est très important de comprendre qu'un parti politique, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui doit tout le temps avancer et jamais rester sur place. Voilà où nous sommes et nous avançons. Nous avons refusé de participer et de mettre des listes au niveau des élections régionales pour les mêmes raisons. Parce que quand les élections régionales sont appelées par M. Pierre, quand il convoque les collèges électoraux, les pétitions, donc les contentieux au niveau de la Chambre administrative ne sont pas encore vidés, ne sont même pas encore entretenus. Et donc, quand on nous a posé la question de savoir pourquoi, nous avons dit que la loi est claire. C'est à la fin du processus des municipales que le président de la République peut signer un décret convoquant les régionales. Et ce processus prend fin quand la Chambre administrative vide le contentieux. Donc, je pense que même ceux du régime étaient choqués. Et donc, le même jour, ils nous ont convoqués à la Chambre administrative de la Cour suprême. Ils nous ont fait passer, je crois, 130 dossiers en deux minutes pour essayer de vider ce contentieux-là. Mais le mal était déjà fait, parce que le décret avait déjà appelé ces élections avant le contentieux. Et pour montrer qu'ils sont de mauvaise foi et qu'ils sont dans l'incapacité d'annuler le décret du président de la République, ils ont dédié le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'ils ont dit que le Conseil constitutionnel n'avait pas raison, chose qui est inacceptable dans notre République. Mais nous notons et nous avançons. Et ce sont toutes les preuves que nous apportons sur la table pour démontrer que le processus démocratique camerounais est encore loin de là où il doit être. Et donc, nous étions au Conseil, nous étions à la Chambre administrative. Et je vous ai dit comment ça s'est passé pour pratiquement tous les partis politiques. Mais même si la Chambre décidait qu'on reparte pour des élections,
ces élections n'auraient pas pu donner des conseillers à temps pour les élections du 6 décembre, parce que dans le chronogramme des activités d'une élection, nous aurons eu des conseillers municipaux probablement après l'élection, et nous nous serons rendus compte que ceux qui ont voté le 6 décembre n'étaient pas légitimes, n'étaient pas légaux. Aujourd'hui, ils ne sont pas légitimes, mais demain, ils n'auraient pas été légaux. Et donc, voilà pourquoi il fallait vider tout cela. Donc, il y a toujours un conflit. Malheureusement, un parti politique ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel sur autant de choses. Voilà. D'accord. Vous brossez là un tableau assez sombre du fonctionnement de la démocratie au Cameroun. N'eût-il donc pas été indiqué lors de ces élections législatives municipales de ne pas y aller au regard du constat que vous-même faites aujourd'hui? Quand vous n'y allez pas, vous n'avez plus droit à la parole. Quand vous boycottez une élection, vous n'avez pas droit de vous mêler des résultats de ces élections. C'est ce qui va se passer avec les régionales, alors, puisque vous avez boycotté. Nous avions raison d'aller à ces élections, nous savions où nous allons. Nous n'avons pas eu des résultats pires qu'avant, il faut toujours le dire aussi. Malheureusement, notre démocratie est loin d'où elle devrait être, mais depuis beaucoup d'années, et c'est grâce peut-être aussi à ces élections-là que ça nous a frappé à la figure de reconnaître que depuis plusieurs élections locales, à l'est du Mungo, le SDF ne fait pas mieux. Il faut le dire aussi. C'est ça, c'est la partie de notre introspection. Tout le monde est choqué parce que les chiffres qui nous donnaient un certain confort venaient du nord-ouest et du sud-ouest, le nord-ouest et du sud-ouest étant absents, et les électeurs du nord-ouest et du sud-ouest étant absents à l'est du Mungo, beaucoup ont été choqués par les résultats. Mais si nous reprenons les résultats de 2013 et de 2007, ils ne sont pas bien différents si nous mettons une main sur tout ce que nous avons obtenu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, je pense que cela nous permet aussi de faire une meilleure introspection et de comprendre que depuis avant cette crise sur le nord-ouest et le sud-ouest, nous étions beaucoup trop, et c'est d'ailleurs normal, tout parti a une base historique, mais nous nous appuyons un peu trop sur notre base historique et nous ne faisions pas assez de travail ailleurs, assez de travail notamment en dehors de l'ouest et du littoral. Et donc je pense qu'il est important, et je pense que c'est la grande leçon que cette élection nous donne aussi. Et notre travail aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si nous devions aller aux élections ou pas. Ceux qui ne sont pas allés peut-être le regrettent, peut-être ils sont contents. Ceux qui sont allés, de toute façon, doivent assumer qu'ils sont allés. Maintenant, nous sommes allés, nous avançons, nous faisons une introspection, nous voyons que on tire surtout les leçons. Vous êtes d'accord avec moi, quand on va à une élection ou pas, on tire les leçons. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec vous. Mais la leçon que nous tirons, c'était pas fallait-il y aller ou pas. La leçon que nous tirons, c'était grâce au fait que nous sommes allés. Peut-être aujourd'hui, nous nous rendons mieux compte déjà qu'en 2018, que le problème qui est posé, c'est celui de notre faiblesse à l'Est, à l'extrême nord, au nord, dans l'Adamawa, dans le centre. Et donc, il faut travailler là-dessus. Parce que nous sommes assis beaucoup trop longtemps sur des acquis historiques dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut le regarder en face. Donc, moi, je n'ai aucun mal, je n'ai aucun complexe à faire cette introspection-là. Et d'ailleurs, c'est sur ce que nous travaillons en ce moment. Donc, ceux qui veulent penser que les résultats, si moi je ne peux pas donner d'excuses à ces résultats-là, mais nous avons battu de la chose avec ceux qui vivent dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont sur le fait que si on arrête la guerre demain matin, on aura au minimum le nombre de communes et de députés qu'on a eu en 2013, sinon beaucoup plus à cause des effets de la guerre et de la position cohérente qui a été la nôtre pendant toute cette guerre-là. Donc maintenant, le travail que nous devons, ce que ces résultats nous démontrent à merveille, c'est que nous avons du travail à faire à l'ouest, dans le littoral, nous avons beaucoup de travail à faire dans les 6 autres régions, et il faut qu'on se mette au travail. Parfait. Alors, je vais donc partager avec vous ce que pense certaines opinions sur votre... vous appelez ça comment? Vous refusez le mot boycott sur votre non-participation, on appellera ça comme ça, à ces élections régionales. Elle pense, cette opinion, que vous ne pouvez même pas y aller étant donné votre résultat catastrophique au municipal en 2018. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion-là? Vous me posez la question? Oui, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, de ceux qui disent que vous n'avez rien à y faire puisque vos résultats ont été catastrophiques au municipal?
Écoutez, vous êtes un peu trop loin du Cameroun et donc peut-être vous êtes très loin des réalités. Édifiez-nous alors. Il y a une dynamique, comment dirais-je, une dynamique qui est propre aux élections indirectes. Déjà qu'une grosse partie de l'électorat vient ce qu'on appelle le commandement traditionnel. Je ne suis pas d'accord d'utiliser ce terme, mais c'est celui qui est utilisé malheureusement. Et puis, il faut savoir que si, avec les 21 communes, avec les 21 communes qui étaient bloquées à la Chambre administrative de la Cour suprême, dont nous sommes naturellement, qui devraient suivre le jugement donné par le Conseil constitutionnel, fait de nous le parti majoritaire d'un point de vue légitime du nombre de conseillers municipaux dans le Nord-Ouest. Vous êtes dans des hypothèses là, on est dans la réalité. Vous n'avez plus 16 députés. Monsieur, vous posez des questions qui sont très loin de la réalité. Donc, je vous réponds. Dans la MIFI, nous avons la majorité des conseillers municipaux. Si on prend encore tous ces conseillers municipaux des autres partis politiques qui ne sont pas contents, nous avons une majorité confortable pour que cette liste passe. Et je peux parler comme ça de plusieurs autres départements où nous aurons pu avoir des conseillers régionaux. Et vous savez que quand vous avez que l'exécutif, tout comme à l'Assemblée nationale, l'exécutif doit refléter la composition politique l'exécutif régional doit refléter la composition politique du Conseil régional. Donc, nous aurons pu avoir au minimum un président de région, je pense, si la loi était respectée et que le décret présidentiel serait venu après la Chambre administrative, ce que la loi demande. Et en plus, nous aurons eu plusieurs, soit vice-présidents de région, soit questeurs de région, membres, au minimum membres de ces bureaux-là. Donc, nous ne sommes pas du tout dans le cas de figure où nous n'aurons rien eu. Nous avons tout simplement dit que nous ne pouvons pas avoir des centaines et des centaines de conseillers municipaux qui sont encore au quartier parce que la Chambre administrative a décidé de s'asseoir sur leur dossier. Et j'aimerais vous rappeler à titre d'exemple que cette même Chambre est assise sur le dossier de Yaoundé deuxième que nous avons gagné. Celui-là même qui nous a arraché cette mairie est déjà décédé, pardon, paix à son âme, et on attend toujours le verdict, donc de 96, pardon, on attend toujours le verdict. Donc nous ne voulions pas et en solidarité, et en responsabilité, et en cohérence avec nos positions, nous ne pouvons pas laisser des centaines et des centaines de conseillers municipaux au quartier et aller à cette élection. Voilà notre position, et c'est celle-là qui a été communiquée. Ceux maintenant qui pensent que les conseillers municipaux du SDF voter ailleurs, c'est leur libre choix. Ceux qui pensent que même les conseillers municipaux qui sont de l'opposition, qui n'auraient pas de liste, auraient plutôt voté RDPC que de voter SDF, c'est leur choix. Et ceux qui pensent que ceux des conseillers municipaux du RDPC qui ne sont pas très d'accord avec l'investiture n'auraient pas fait défaut de sanctions contre les listes de RDPC, c'est leur droit le plus absolu. Mais moi, je suis conscient du fait que si les choses se déroulaient normalement, si les choses allaient jusqu'au bout, si le processus était respecté, nous aurons eu une région et nous aurons eu plusieurs exécutifs régionaux et plusieurs, surtout conseillers régionaux, parce que le plus important, c'est régionaux. Mais j'aimerais juste repartir boucler le sur oui. le nôtre. Notre postulat de base, c'est que la décentralisation, que la régionalisation est un échec depuis 1996, que nous pensons que la seule voie d'apporter le pouvoir au peuple, c'est un fédéralisme décidé de façon consensuelle par tous les Camerounais. Il faut remettre le pouvoir aux Camerounais. Donc nous ne voulons même pas rentrer dans un débat des régionales qui pour nous est sans objet du fait que le processus n'a pas été suivi. Peut-être s'il était suivi, nous aurons pris ce processus-là ou ces régionales-là pour pouvoir bousculer encore l'agenda plus loin pour le fédéralisme. Mais notre agenda, c'est le fédéralisme. Et nous n'allons pas nous casser la tête sur un agenda qui n'est pas le nôtre. Notre agenda, c'est le fédéralisme. C'est le fait d'avoir une nouvelle constitution qui consacre les pouvoirs à ces régions, qui consacre
pouvoirs à nos communes. Et pas que ces pouvoirs soient décidés par quelqu'un assis à Itoudi qui donne et qui reprend au bon gré de ce bon vouloir et de ses moyens. Non, il faut que ce soit inscrit dans la Constitution comme dans tous les États fédéraux qui sont les États fédéraux. C'est ça notre raison d'être, je dirais même. Alors, notre juridique, notre bataille politique, pardon, pour moi. Et donc, nous sommes dans cette voie-là. Et pour nous, cette histoire des régions et des régionales et tout ça, c'est n'est parler qu'une petite distraction. Merci pour ces clarifications. Monsieur Joshua, quand on vous écoute... Oui, aussi. Excusez-moi. Oui, merci pour la précision. Monsieur Joshua, aussi. Quand on vous écoute et qu'on connaît les positions qui ont souvent été celles du SDF, on se demande qu'est-ce qui peut expliquer certaines décisions dans votre parti. Là, vous venez de nous rebrosser un schéma qui interroge une fois de plus ce qui a pu expliquer qu'alors que vous êtes pour le fédéralisme, que vous ayez pris part au grand dialogue, où vous avez demandé un cessez-le-feu qui n'a pas été accordé, où il a été clairement pris comme, je dirais d'ailleurs, résolution, pas seulement recommandation, de mettre en place une espèce de décentralisation spéciale avec un statut spécial aux deux régions du Nord et du Sud-Ouest. Et que malgré chaque fois des décisions du pouvoir des Yaoundé qui s'opposent à vos positions, vous êtes toujours présent dans l'accompagnement d'un système qui donne des solutions auxquelles vous vous opposez. Je prendrai pour dernier exemple, vous êtes associé avec le RDPC au plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Aujourd'hui, vous boycottez, ou alors vous ne participez pas, pour reprendre vos termes, au régional. Comment comprendre constamment ces situations, on va dire, contradictoires au SDF? Écoutez, j'aimerais déjà vous dire que quand vous préparez une émission comme celle-là, je sais que vous avez une énorme pression d'une certaine diaspora, mais il faudrait que vos questions soient un peu moins orientées, beaucoup plus... c'est peut-être pour vous faire parler, hein. C'est un souhait. C'est pour vous faire parler. C'est pour vous faire parler, peut-être. C'est un souhait. Non, c'est un souhait. Non, j'aurais pu développer beaucoup plus de choses pour vos téléspectateurs si les questions étaient un peu moins biaisées que celle-là, mais je vais y aller, il n'y a pas de problème, vous voulez me faire parler, je vais le faire. Alors, et c'est votre boulot, et c'est le mien. Donc, pour revenir sur le fait que le SDF est fondamentalement progressiste et social-démocrate. Et le SDF ne fermera jamais la porte au dialogue, jamais. À chaque fois que nous pouvons participer ou apporter quelque chose à notre pays, nous le ferons. Et que ceux qui pensent que ne pas discuter, ne pas parler, ne pas dialoguer peut apporter quelque chose, qui se demandent comment on est arrivé aux quelques petits progrès que nous avons aujourd'hui. Aux quelques petits, aux briques de progrès que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être présents si le régime de Yaoundé dit qu'il veut parler. Ça ne veut pas dire que nous y allons parce que nous sommes en position de pouvoir, nous avons une armée de 50 000 hommes dehors, nous avons des chars de combat, des hélicoptères de combat, et que s'il le fait parce que nous demandons, on commence à tirer sur eux. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux le régime de Yaoundé, c'est eux qui ont le problème. Nous venons pour essayer de façon pacifique et civilisée d'apporter notre contribution pour que le pays avance. Et celui qui pense que discuter, c'est une mauvaise chose, ou que chaque discussion n'est que la valeur de chaque discussion n'est que mesurée à ce qui en ressort. Ça veut dire, cette personne n'est ni prête pour la démocratie, encore moins pour la politique. C'est même les Palestiniens et les Israéliens se parlent. Même avec Hitler, il y a eu des discussions. Donc, vous ne pouvez pas accuser quelque parti politique que ce soit d'avoir engagé des discussions avec le régime de Yaoundé ou d'avoir participé à un grand dialogue national. Sommes-nous contents des résultats? Je dirais, de tout ce qu'il y a dans les résolutions, oui.
ça représente 30% de ce que nous demandons, peut-être un peu moins, peut-être 25%. Mais chaque avancée de 1% est énorme. Est-ce que nous sommes déçus parce que ces 25% d'avancées que nous pouvons reconnaître comme résolution dans ce dialogue n'ont pas encore appliquées? Oui, nous sommes déçus. Est-ce qu'on attendait beaucoup plus? Je dirais non. Nous connaissons ce régime depuis 30 ans quand même. Donc on n'attendait pas que le lendemain du grand dialogue, que tout soit rose. Mais si au moins ils peuvent mettre sur pied une concertation pour nous écouter, ne serait-ce que pendant 2 jours, et des fois même accepter des propositions qui sont les nôtres, pour les mettre sur la table, s'ils peuvent accepter de ressentir la puissance de la... Est-ce que vous avez un cas de proposition? Est-ce que vous avez un cas de proposition que le RDPC a accepté de vous SDF, dans le cadre de vos différents échanges dans la recherche de paix au Cameroun? La loi sur le bilinguisme qui venait de ma commission était quelque chose que nous avons proposé. Le débat sur la forme du bilinguisme, vous ne vous rendez pas compte? Vous ne vous rendez pas compte que 60 années d'indépendance et puis ensuite, je ne sais plus combien d'années d'État unitaire, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment ça de bilinguisme, je préfère le dire. On n'a jamais défini quel genre de bilinguisme, de quel genre de bilinguisme il s'agissait. Pour les uns, c'était qu'il y a 2 régions anglophones et 8 régions francophones. Pour les autres, et à la lecture même des textes fondateurs de cette République, il s'agissait du fait que tout le Cameroun était anglais et français, et que de Kousséri à Yokadouma, de Woum à Campo, je peux entrer dans un commissariat, m'expliquer en anglais, il n'y a aucun problème. Donc voilà les problèmes de base qui ont été réglés, que personne ne voit aujourd'hui, qu'on voit que voir peut-être 15-20 ans. Mais saviez-vous que personne n'avait défini quel type de bilinguisme on avait? Personne n'avait défini quel type de bilinguisme latéral on avait. Est-ce que le bilinguisme était l'obligation de l'administration ou du citoyen? Est-ce que un policier, excusez-moi si je m'attarde sur de la police, est-ce que quand vous rentrez dans un commissariat, un policier a l'obligation de vous écouter en anglais ou en français, quel que soit l'endroit où vous êtes au Cameroun, ou c'est vous, le citoyen, qui avez l'obligation d'adapter votre plainte dans la langue du policier? Tout ça n'était pas défini. Ce ne sont pas des petites avancées, ce sont des grosses avancées qui sont venues bien trop tard. Je pense que si on n'était pas là, si on n'avait pas mis ce débat sur la table, on n'en serait pas là. Quand nous avons débattu sur le fédéralisme, nous avons reçu le fédéralisme entre deux. Le fédéralisme entre deux, c'est le statut spécial qui n'est toujours pas appliqué parce qu'ils attendent les régions. Nous verrons bien ce que ça va donner et au moins ce que ça nous donnera, nous, au niveau du SDF. Ça nous donnera l'opportunité de démontrer que la voie du fédéralisme, c'est la seule voie qui tient. Et nous avons eu des débats francs et ouverts. Et je pense qu'il y a eu plus de 300 suggestions qui ont été condensées en un rapport qui ont été remis au président de la République. Et nous avons une commission de suivi, la dernière commission de suivi. J'ai dit au Premier ministre que je n'étais pas d'accord sur la lenteur de l'implémentation de ces suggestions-là, et qu'il fallait aller beaucoup plus vite, surtout sur les mesures phares que nous attendons de ce grand dialogue. Malheureusement, un régime ne va pas être lent pendant 30 à 50 ans et subitement accélérer vers sa fin. Donc, mais il est important de poser les bases et ces bases-là sont là. Et je pense que demain, vous et moi, nous tous, nous ne serons plus là. Nos enfants verront le travail qui a été accompli, qui n'a pas été traduit dans les faits. Et peut-être ça sera un bon départ déjà pour eux. Mais en tout cas, nous avons posé des actes, nous avons eu une discussion, nous avons dit pensant que le pays doit être. Nous avons donné le potentiel de ce pays si on prend cette voie-là. Et je pense que même au niveau du Parlement, nous ne faisons que ça, c'est dans un tout autre cadre. Tout ça a été consigné dans un document qui est disponible et dont vous avez accès et que vous pouvez voir. Et voilà, nous n'étions jamais dans un cas de figure qu'au sortir du grand dialogue, il y aura un cessez-le-feu. Le grand dialogue n'était pas un dialogue entre le régime du RDPC et les sécessionnistes, c'était un dialogue national. Nous avons parlé de l'extrême nord. D'ailleurs, je me réjouis du fait que j'ai utilisé lors du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas de l'extrême nord, mais c'est moi qui ai rappelé au ministre des Finances qu'au sortir du grand dialogue, nous avons dit qu'il y aura 3
il y aura 3 fonds spéciaux. Il y aura un fonds spécial nord-ouest, un pour le sud-ouest, un pour l'extrême nord, pour reconstruire ces pays. Et je me rappelle même, j'ai dit peut-être celui de l'extrême nord n'a pas encore été créé parce qu'il ne s'agit pas de reconstruction, mais plutôt de construction, parce qu'il n'y a jamais eu quelque chose de construit là-bas. Et il a rigolé, mais je me réjouis que c'est arrivé. C'est grâce à ce débat, c'est arrivé il y a quelques semaines, le président de la République a créé ce fonds aussi. Donc, nous avançons pas à notre rythme, nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous poussons le pouvoir à arriver. C'est ça notre rôle dans l'opposition, de les pousser dans la bonne direction. Et malheureusement, ils sont têtus, malheureusement, ils sont lents, malheureusement, ils sont trop lourds, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont malhonnêtes, et malheureusement, ils sont presque tous de mauvaise foi, et c'est pour cela que la bonne foi n'est pas appliquée. Mais je ne regrette pas un seul instant de l'énergie, du temps et de tous les autres moyens qui ont été réunis pour qu'on participe à ce dialogue. Et si demain il y a un autre, j'irai encore pour pousser l'agenda encore plus loin. Et nous avons dit au sentier que nous n'attendions pas d'arriver à la destination que le Cameroun offrira aux Camerounaises et aux Camerounais, mais c'était déjà pour une fois un pas dans la bonne direction. Maintenant, il y a des kilomètres et des kilomètres après ce pas qui font pas. Merci, monsieur Joshua aussi. Alors, c'est une grande première, le SDF à l'Assemblée nationale avec environ 5 députés, donc 100 groupes parlementaires. Est-ce qu'on assiste là à une situation irréversible du SDF ou alors il y a des lueurs d'espoir? Si oui, quelles sont-elles? Écoutez, je reviens à ce que j'ai dit avec vos questions parce que j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais y répondre une deuxième fois. Déjà, ce n'est pas une grande première. J'aimerais vous rappeler qu'en 92, nous n'étions pas à l'Assemblée nationale et nous sommes ressortis plus forts que cela. En 92, vous n'avez pas participé aux élections. C'est deux choses différentes. Vous n'avez pas participé aux élections. Ce n'est pas une grande première. Je réponds à votre question. Non, il y a des gens qui vous suivent. En 92, vous n'êtes pas allé aux élections. Laissez-moi donc aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je ne vous interromps pas quand vous me posez la même question. Moi non plus. Je précise simplement quand il faut préciser. On est d'accord. Votre question est relativement déplacée. J'attends que vous finissiez avant d'intervenir. Donc, ayez la même amabilité. Ah, mais c'est ce que je fais. D'accord. Allez-y. Parce que le but de ces interruptions, c'est de me faire perdre le fil. On est bien la manœuvre. Donc... vous nous portez à fond lorsque vous nous dites que ce n'est pas la même chose. Non, lorsque vous nous dites que ce n'est pas une grande première. Puisque en 92, vous n'êtes pas allé aux élections. Voilà, vous me coupez un fond. Non, je vous dis ce qui se passe. Nous ne devons pas porter de fausses informations. Je vous laisse parler, monsieur, aussi. Allez-y, je vous laisse parler. Et vous promettez que vous allez me laisser répondre. Vous avez vu que depuis, c'est ce que vous faites. Vous parlez, je ne vous interromps pas. Allez-y. Donc, j'étais en train de dire que ce n'est pas une grande première. L'Assemblée nationale, avec le SDF existant, c'est cela. Nous n'avons pas de groupe parlementaire. C'est depuis que nous sommes à l'Assemblée nationale, c'est la première fois. Là-dessus, vous avez raison. Pour autant, ce n'est pas que nous diminuons nos activités ou que nous sommes plus faibles à 100 groupes parlementaires. Nous sommes assez bien organisés. Jusqu'à présent, nous avons été présents, nous avons pris les devants, nous avons pris nos responsabilités. C'est un peu plus prenant, ça demande un peu plus d'énergie parce qu'il y a moins de personnes pour le même volume de travail. Mais cela étant dit, nous allons y arriver et nous sommes conscients du fait que beaucoup s'est attendu de nous qui sommes beaucoup moins à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais nous allons rien laisser de côté pour faire en sorte que notre mandat ne passe pas inaperçu. Je pense que le peu de députés qui sont présents sont des députés vaillants, sont des députés qui ont une certaine aura, qui sont des députés qui, comment dirais-je, qui peuvent faire bouger les lignes. J'aimerais vous dire qu'on a 2 présidents régionaux, un vice-président national et un jeune ou une dame très dynamique. Donc nous n'avons absolument aucune appréhension sur ce mandat. Et nous, d'ailleurs, depuis le début, nous sommes au devant, comme je disais, et nous faisons tout pour être les yeux, l'oreille et la bouche de la majorité silencieuse des Camerounais au Parlement camerounais. Nous sommes sur notre ligne, nous sommes le seul parti social-démocrate, le seul parti de gauche à l'Assemblée nationale, le seul parti de la grande famille de gauche à l'Assemblée nationale. Nous sommes le seul parti progressiste à l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons une très lourde responsabilité par rapport à ça et nous sommes conscients de ça.
Maintenant, si, pour la deuxième partie de votre question, de savoir si cette tendance va s'accentuer, je vous ai répété que si on n'avait absolument aucun problème avec des élections, s'il y avait eu des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce que les deux dernières élections nous ont montré, c'est que notre base arrière, qui est le nord-ouest et le sud-ouest, est sévèrement touchée. Notre base politique ne l'est pas. Nous n'avons pas pu mobiliser nos électeurs pour des raisons évidentes d'insécurité vers les bureaux de vote, qui d'ailleurs n'existaient pas, c'est ce que le Conseil constitutionnel a constaté. Il n'y avait pas de bureau de vote, il y avait un centre de vote par circonscription électorale. Donc des fois, les électeurs étaient attendus, on attendait les électeurs qui marchent jusqu'à 84 km dans certaines dispositions et traversent 5 barrières bâtonnières, 4-5 barrières militaires pour pouvoir arriver au centre de vote. Donc c'était impossible qu'ils aillent à ces élections. Nous avons fait ce constat. Nous sommes assez confiants de la place qui est la nôtre dans la population dans le nord-ouest et le sud-ouest, surtout une place post-conflit. Ils savent exactement où se situe le SDF dans ce conflit-là et d'ailleurs dans leur développement et où se situent les RDPC et leurs alliés, les ambazoniens. Et donc, nous sommes assez confiants sur la reconquête de notre base historique. Et là où nous devons faire un énorme travail, c'est dans les 8 autres régions et surtout en dehors de l'ouest et du littoral où nous avons une forte base qu'il faut remobiliser. Et comme je l'ai dit dernièrement quand j'étais à Bafoussam, force est de constater que nous n'avons pas assez remobilisé cette base dans le littoral et l'ouest. C'est une forte base existante parce que le parti, la hiérarchie du parti et le parti tout entier a passé les 5 dernières années à essayer d'apporter des solutions à ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons mis toute notre énergie, tous nos moyens et tout notre temps dans cette bataille-là. Et malheureusement, nous n'étions pas dans nous étions dans une logique républicaine, c'est-à-dire on voyait beaucoup plus et on voit toujours beaucoup plus l'avenir de nos enfants plutôt que nos résultats électoraux. Quand nous pourrons contribuer positivement à arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et la guerre dans l'extrême nord et partout où nous avons mis notre énergie pour essayer d'apporter des solutions, nous reviendrons sur le terrain électoral et nous aurons les résultats que cette cohérence et que ce travail sur le terrain nous donneront. Mais nous sommes assez conscients, le SDF n'a pas été créé pour les élections du 9 février 2020, le SDF a été créé pour libérer les Camerounaises et les Camerounais, pour donner un avenir à nos enfants, pour bâtir ce pays, pour se construire un avenir. Et je pense que c'est cela notre mission. Et aucun membre du SDF devrait être gêné par les résultats électoraux de ces derniers temps, parce que, encore une fois, notre plus grand problème aujourd'hui, c'est de régler ces crises. Notre plus grand problème aujourd'hui, c'est de s'adresser aux véritables problèmes qui minent les Camerounais, la jeunesse camerounaise, le manque pas dans ces jeunesses. D'ailleurs, et j'en profite, si vous le permettez, j'ai mis mon mandat de 2020 à 2025 que je suis convaincu sera écrit par les événements prochains, mais ce mandat, je l'ai mis au service de la jeunesse camerounaise, de la jeunesse et l'emploi des jeunes. C'est à travers cela que je coordonne le réseau Espérance Jeunesse à l'Assemblée nationale. Et parce que moi, je considère, j'aimerais juste finir là-dessus, sur ce point, je considère que toutes les grosses crises que nous passons aujourd'hui, que ce soit celle du nord-ouest, du sud-ouest, celle de l'extrême nord, que ce soit l'insécurité à l'est et dans l'Adamawa, viennent du fait du chômage des jeunes ou de l'absence d'emploi pour ces jeunes-là. Et moi, je considère le chômage des jeunes comme une affaire de sécurité nationale, pas comme une affaire sociale ou simplement du travail. Et donc, quand on est dans cette logique, quand on travaille dans ce sens-là, vous voyez, malheureusement, on n'a pas donné assez d'énergie pour se déployer présent partout et pour remplacer ceux qui étaient bloqués et qui n'ont pas pu aller voter pour avoir des meilleurs résultats que ceux qu'on a. Mais la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que nous avons vu
ce que ça nous a donné. Et nous devons mettre une grosse partie de notre énergie maintenant à reconquérir tout ce qui... Parfait. Alors, pour résumer, on a bien compris que votre situation n'est pas irréversible. Elle est fortement corrélée à la pratique démocratique au Cameroun. C'est bien ça. Je vous propose à présent, donc, avec cet alibi que vous me prêtez, de passer à un autre thème de ce rendez-vous. Vous parlez de démocratie pendant des heures déjà là. Hein? Quelle est, à votre avis aujourd'hui, la lecture que vous donnez de la situation au Cameroun depuis quelques jours, notamment le 22 septembre dernier? On a bien vu que votre président, M. John Fundi, qui intervenait depuis l'étranger, je suppose aux États-Unis, avait clairement annoncé que le MRC sera responsable de la situation qui adviendrait après les marches auxquelles vous vous êtes désisté. Quelle lecture donnez-vous de cette... Alors, je ne sais pas, quand vous dites ni John Fundi et vous, comme si vous parlez de deux organisations séparées ou comme s'il y avait une je fois peux que préciser ma question si vous voulez. Je peux la préciser. Dans la sortie de votre président, il avait été question que ce soit vous et vos collègues au Cameroun qui preniez la décision de répondre à M. Kamto. Donc si je dis lui et vous, ça veut dire que vous étiez tous d'accord de ne pas prendre part à ces marches. D'accord. Donc, alors encore une fois, pour revenir là-dessus, déjà, j'aimerais juste dire à vos téléspectateurs que j'avais accepté une interview de 30 minutes. Donc, surtout pour ceux des militants qui m'attendent au quartier là, il faut savoir pourquoi je suis en retard. Et que, oui, vous avez raison. Vous avez raison. On vous a laissé aussi parler. Je vais répondre à toutes vos questions parce qu'il faut... On est presque à la fin. Hein. Vous ne m'invitez pas souvent et donc j'ai le plaisir de partager. Merci. Pour revenir sur la situation politique ou démocratique du pays, je pense que il ne faudrait pas qu'on commence à interpréter les moments comme si ce sont des moments uniques et des contextes comme si ce sont des contextes uniques. Nous savons très bien où nous sommes depuis 1990. Nous nous battons pour cette démocratie depuis 1990. Beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de leaders politiques ont appelé pour des manifestations. Malheureusement, en général, ces manifestations-là, pour diverses raisons, sont très peu suivies. Nous pensons personnellement qu'il y a tout un autre pan de travail à faire et nous travaillons déjà dessus avec plusieurs autres partis politiques. Je pense que nous avons notre âme et conscience évalué l'appel écrite qui avait été faite, qui a été faite par le MRC à travers son président. J'ai rencontré le trésorier national de ce parti par la suite. Je lui ai dit exactement ce qu'on allait faire. Chez nous, nous avons un mouvement démocratique. Et donc, nous échangeons, nous discutons et le président national prend une décision. Et donc, nous avons échangé, nous avons discuté. Et sur la base de ces discussions-là, le président national a pris une décision. Déjà en disant que je pense que le postulat d'où nous venons, ou alors les raisons qui ont entouré, ou l'esprit qui a entouré nos discussions, était très simple. Vous ne pouvez pas demander aux gens de monter sur un train qui roule déjà. Et si vous voulez que je vienne vers vous, là où vous êtes à Paris, vous ne direz pas que sauter dans l'avion qui passe au-dessus de Douala. Vous allez me dire qu'on doit aller chez vous, donc voilà, on va aller prendre des billets, on va prendre un avion et on va y aller. J'essaye de dire que nous ne pouvons pas être embarqués sur des impératifs. Nous sommes quand même, qu'on le veuille ou pas, dans la définition démocratique de l'opposition, nous sommes le parti leader avec le plus de députés et de sénateurs au Parlement camerounais. Nous sommes le parti leader de cette opposition-là. Si l'opposition est établie sur la présence parlementaire des uns et des autres, je ne le dis pas parce que je suis fier d'être le parti leader de l'opposition, je le dis
je voudrais être au pouvoir, mais je le dis tout simplement parce que ce n'est pas comme si vous parliez à un parti politique qui existe tout simplement par le fait que les statuts ont été déposés au ministère de l'administration territoriale. Donc, je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une autre considération dans ce genre de discussion et qu'on nous dise, si on veut nous approcher, qu'on nous dise, écoutez, asseyons-nous, discutons sur tel ou tel ou tel problème et avançons là-dessus. J'aimerais vous dire que quand le président Kamto a été arrêté avec beaucoup d'autres militants de ce parti-là, j'étais celui qui a initié une discussion avec la personne la plus haut placée qui n'était pas enfermée, Maître C, ancien chef des élections législatives, donc on se connaît très bien. Et donc, je pense qu'on a discuté au téléphone, on s'est rencontrés à une... Alors, on vous avait perdu là. Alors, je pense qu'on a un souci avec Douala. C'est aussi ça les aléas du direct. On a un souci avec Douala. Je pense qu'on a perdu notre invité. Peut-être un problème de connexion. On va probablement interrompre le direct pour entrer en contact avec notre invité. Allô, allô? Bon, on va interrompre le direct pour entrer en contact avec notre invité. Na bala bola ye bolo, boti mula bo.